12, 3 et 2, 11, 4, 7, Avec le malade. Monsieur Florent, vous vous moquez. 5, Il faut vivre avec le malade. Malade. 10, Vive. 10, Malade. Faut vivre avec le malade. Monsieur Burgo, Monsieur Clistel, qu'attend les condos? Le bonne médecine purgative et corroborante, composé de cartes se présente avec 7000 francs et autres, suivant l'ordonnance de Monsieur Burgo. Une potion cartée composée avec 12 cartes, sirop d'âne et grand et autres sur l'ordonnance. Votre savoir, votre savoir n'est que pure chimère. Il n'y a personne. Ah, j'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Ah, il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Drelin, Drelin, Drelin. Point d'affaire. Drelin, Drelin, Drelin. Ils sont sourds. Toinette. Drelin, Drelin, Drelin. J'enrage. Drelin, Drelin, Drelin. Tout comme si je ne sonnais point. Chienne, coquine, Drelin, Drelin, Drelin. Par tous les diables, est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul? Drelin, Drelin, Drelin. Voilà qui est pitoyable. Drelin, Drelin, Drelin. Ils me laisseront ici mourir. Drelin, Drelin, Drelin. On y va! Chienne. Carogne. Diantre soit fait de votre impatience. Traîtresse. Il y a une heure. Tu m'as laissé. Tais-toi donc, coquine, que je te querelle. Samon, ma foi, j'en suis d'avis. Après ce que je me suis fait. Tu m'as fait gosiller, Carogne. Et vous m'avez fait vous casser la tête. L'un vaut bien l'autre.
quitte à quitte, si vous voulez. Quoi, coquine? Si vous querellez, je pleurerai. Me laisser, traîtresse. Chienne, tu veux? Quoi, il faudra encore que je n'ai pas le plaisir de la quereller. Mais querellez de votre sou, je le veux bien. Mais tu m'en empêches, chienne. On m'interrompt en tout coup. Oh. Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer. Chacun le sien, ce n'est pas trop. Allons, il faut bien en passer par là. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement? Oui. Ai-je bien fait de la bile? Ma foi, monsieur, je ne me mêle point de ces affaires-là. C'est à monsieur Florent à y mettre le nez puisqu'il en a le profit. Qu'on ait soin de me tenir un bouillon prêt pour l'autre, que je dois tantôt prendre. C'est monsieur Florent, là, et ce monsieur Purgon, et s'égaillent bien sur votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à lait. Et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes. Taisez-vous, ignorante, ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine. Qu'on me fasse venir ma fille Angélique. J'ai à lui dire quelque chose. Ah, la voici qui vient d'elle-même. Elle a deviné votre pensée. Ah, approchez, Angélique. Vous venez à propos. Je voulais vous parler. Me voilà prête à vous ouïr. Attendez. Allez, vite, monsieur, Oui. allez. Monsieur Florent nous donne des affaires. Toinette, Quoi? regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toinette. Eh bien, quoi, Toinette? Ne devines-tu point de quoi je veux parler? Oh, je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui, depuis 6 jours, que roulent tous nos entretiens. Et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure. Mais puisque tu connais cela, et que n'es-tu donc la première à m'en entretenir? Et que ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours? Vous ne m'en donnez pas le temps, et vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Condamnes-tu, Toinette, les sentiments que j'ai pour lui? Je n'ai garde. Ne trouves-tu pas, Toinette, qu'il est bien fait de sa personne? Assurément, Et qu'il a l'air le meilleur du monde? sans doute. Que ses discours, comme ses actions, ont quelque chose de noble? Oui, cela est vrai. Et que l'on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit? Il est certain. Qu'il n'est rien de plus fâcheux que la contrainte l'on me tient, qui bouche tout commerce au doux empressement de cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire. Vous avez raison. Mais dis-moi un peu, Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Ces choses-là, parfois, sont un peu sujettes à caution. Hein. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. Et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Grand comédien. Oh ça, ma fille! Je vais vous dire une nouvelle ou peut-être ne vous attendez-vous pas. Toinette, que dis-tu là de la façon qu'il parle? Serait-il bien possible qu'il ne me dit pas vrai? En tout cas, vous en serez bientôt éclaircis. Et la résolution, il vous écrivit hier qu'il était de vous faire demander en mariage. Et une prompte voix à vous faire connaître s'il vous dit vrai ou non. C'en sera là la bonne preuve. On vous demande en mariage. Et qu'est-ce que cela? Vous riez. À ce que je puis voir, ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner.
Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue et je vous ai promise. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse. Et de tout temps, elle a été heurtée à cela. La bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait point consentir à ce mariage, mais je l'ai emporté et ma parole est donnée. Mon père, je vous suis obligée de toutes vos bontés. En vérité, monsieur, je vous sais bon gré de cela. Et voilà l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie. Je n'ai encore point vu la personne, mais l'on m'a dit que j'en serais content. Et toi aussi. Oui, mon père. Comment? L'as-tu vu? Puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours et que la demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que dès cette première vue nous avons prise l'un pour l'autre. Ils ne m'ont point dit cela, mais j'en suis bien aise. Et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait. Ah oui, mon père. De belle taille. Oh, sans doute. Agréable de sa personne. Oh oui. De bonne physionomie. Oh, très bonne. Sage et bien né. Oh, tout à fait. Fort honnête. Oh, le plus honnête du monde. Qui parle bien latin et grec. Oui, ça, c'est que je ne sais pas. Et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Oh, lui, mon père. Oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment, mais qui vous l'a dit à vous? Monsieur Purgon. Mais est-ce que Monsieur Purgon le connaît? La belle demande, il faut bien qu'il le connaisse, puisque c'est son neveu. C'est Cléante, le neveu de Monsieur Purgon. Quelle Cléante! Nous parlons de celui pour qui l'on t'a demandé en mariage. Oui. Eh bien, c'est le neveu de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin Monsieur Diafoirus. Et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus, et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin, Monsieur Purgon, Monsieur Florent et moi. Et demain, ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Qu'est-ce? Vous voilà tout ébobis. C'est mon père. Je connais que vous avez parlé d'une personne et j'ai entendu une autre. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque. Et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin. Oui, de quoi tu mets-tu, coquine impudente que tu es? Mon Dieu! Doudou, vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que, me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins, afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires, et d'être à même des consultations et des ordonnances. Eh bien voilà dire une raison, et il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine? Si je suis malade. Si je suis malade. Impudente. Eh bien oui, monsieur, vous êtes malade. N'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade. J'en demeure d'accord. Et plus malade que vous ne
le pensez. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. C'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'on aille, je vous donne un conseil. Et quel est-il ce conseil? C'est de ne point songer à ce mariage-là. Il a raison? La raison, c'est qu'elle n'y consentira point. Elle n'y consentira point? Non, Ma fille! votre fille. Elle n'a que faire de Monsieur Diafoirus, ni de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde. J'en ai affaire, moi! Elle n'est point faite pour être Madame Diafoirus. Je veux que cela soit! Et puis, ne dites pas cela. Comment que je ne dise pas cela? On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. Et pourquoi ne le dirais-je pas? On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée! Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Elle le fera! Non, vous ne la mettrez pas dans un couvent. Non. Non. Voilà qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Non, vous dis-je. Qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Oh, vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Bagatelle, mon Dieu, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon. Je suis méchant quand je veux. Doucement, monsieur. Vous ne songez pas que vous êtes malade. 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 Ah, je n'en puis plus. Voilà pour me faire mourir. Oh, ma femme. Approchez. Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Venez-vous-en ici à mon secours. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils? Mamie! Mon ami! On vient de me mettre en colère. Hélas, pauvre petit mari, comment donc, mon ami? Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais. Oh, ne vous passionnez donc point. Elle m'a fait enrager, Mamour. Ah, doucement, mon fils! Elle a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade. Là, tout doux, tout doux. Mamour, vous savez ce qu'il en est. Oh oui, mon cœur. Mamour, cette coquine-là me fera mourir. Oh, elle a tort, mon cœur. Elle est cause de toute la bile que je fais. Oh, ne vous fâchez point tant. Il y a je ne sais combien que je vous dis de me la chasser. Mon Dieu, mon fils. Il n'y a point de serviteurs et de servantes qui n'aient leurs défauts. On est contraint, parfois, de souffrir leur mauvaise qualité à cause des bonnes. Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Oh là! Toinette! Toinette! Madame? Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? Moi? Madame? Hélas, je ne sais pas ce que vous me voulez dire et je ne songe qu'à complaire à monsieur en toutes choses. Oh, traîtresse. Et il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diafoirus. Je lui ai répondu que je trouvais le parti fort avantageux pour elle, mais que je croyais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas de mal à cela. Je trouve qu'elle a raison. Ah, Mamour, vous la croyez? C'est une scélérate. Elle m'a dit sans insolence. Eh bien oui, je vous crois, mon ami. La remettez-vous. Écoutez, Toinette, si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Ah, Mamour. Ah, vous êtes toute ma consolation. Oh, pauvre petit-fils. Oh. Pour tâcher de reconnaître l'amour que vous me portez, je veux, comme je vous ai dit, faire mon testament. Ah, mon Dieu, mais ne parlons point de ces choses-là.
Je ne saurais souffrir cette pensée. Et le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Je vous avais dit pour cela de parler à votre notaire. Oh, le voilà, là-dedans que j'ai emmené avec moi. Faites-le donc entrer. Hélas, mon ami, quand on aime bien un mari, on n'est guère en état de songer à tout cela. Approchez, monsieur de Bonnefoy. Approchez. Ma femme m'a dit que vous étiez fort honnête homme et tout à fait de ses amis. Mais... Et je l'ai chargé de vous parler pour un testament que je veux faire. Hélas, je ne suis point capable de parler de ces choses-là. Elle m'a, monsieur, expliqué vos intentions et le dessein où vous êtes pour elle. Et j'ai à vous dire là-dessus que vous ne sauriez rien donner à votre femme par votre testament. Mais pourquoi? La coutume y résiste. Si vous étiez en pays de droit écrit, cela se pourrait faire. Mais à Paris et dans les pays coutumiers, au moins dans la plupart, c'est ce qui ne se peut. Et la disposition serait nulle. Tout l'avantage, comme et femmes, conjoints par mariage, se peuvent faire l'un à l'autre. C'est un don mutuel entre eux vifs. Encore faut-il qu'il n'y ait enfant, soit des deux conjoints ou de l'un d'eux, lors du décès du premier mourant. Voilà une coutume bien impertinente qu'un mari ne puisse rien laisser à une femme dont il est aimé tendrement et qui prend de lui tant de soins. J'aurais envie de consulter mon avocat pour savoir comment je pourrais faire. Ce n'est point à des avocats qu'il faut aller. Ils sont d'ordinaire sévères là-dessus et s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en fraude de la loi. Ce sont gens de difficultés et qui sont ignorants des détours de la conscience. Il y a d'autres personnes à consulter qui sont bien plus accommodantes, qui ont des expédients pour passer doucement par-dessus la loi et rendre juste ce qui n'est pas permis, qui savent aplanir les difficultés d'une affaire et trouver les moyens d'éluder la coutume par quelque avantage indirect. En ce sens-là, où en serions-nous tous les jours? Il faut de la facilité dans les choses, autrement nous ne ferions rien. Je ne donnerais pas un sou de notre métier. Oh, Ma femme m'avait bien dit que vous étiez fort habile et fort honnête homme. Comment puis-je faire, s'il vous plaît, pour lui donner mon bien et en frustrer mon enfant? comment vous pouvez faire? Vous pouvez choisir doucement un ami intime de votre femme, auquel vous donnerez en bonne forme par votre testament tout ce que vous pouvez. Et ensuite, cet ami lui rendra tout. Vous pouvez aussi, vous pouvez encore contracter un grand nombre d'obligations non suspectes au profit de divers créanciers qui prêteront leur nom à votre femme et mettront entre les mains de laquelle ils mettront leur déclaration que ce qu'ils en ont fait n'a été que pour lui faire plaisir. Vous pouvez aussi, pendant que vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l'argent comptant ou des billets que vous pourrez avoir payables au porteur. Mon Dieu, il ne faut point vous tourmenter, vous de tout cela. C'est bien faute de vous, mon fils, je ne veux plus rester au monde. Oh, mamie. Oh oui, mon ami, si je suis assez malheureuse pour vous perdre. Oh, ma chère femme. Oh, la vie ne me sera plus de rien. Maman. Et je vous suivrai pour vous faire connaître la tendresse que j'ai pour vous. Oh, mamie, vous me fendez le cœur. Consolez-vous, je vous prie. Ces larmes sont hors de saison. Et les choses n'en sont pas encore là.
Monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime tendrement. Tout le regret que j'aurais si je meurs, c'est de n'avoir point un enfant de vous. Monsieur Purgon m'avait dit qu'il m'en ferait faire un. Cela pourra venir encore. Il faut faire mon testament de la façon que monsieur dit. Mais par précaution, je veux vous mettre entre les mains 20 000 francs en or que j'ai dans le lambris de mon alcôve et 2 billets payables au porteur qui me sont dus, l'un par monsieur Damon et l'autre par monsieur Gérante. Non, non, je ne veux point de tout cela. Ah, combien dites-vous qu'il y a dans votre alcôve? 20 000 francs, m'amour. Ne me parlez point de bien, je vous prie. Ah, de combien sont les 2 billets? Ils sont l'un de 4 000 francs, l'autre de 6. Tous les biens du monde, mon ami, ne me sont rien au prix de vous. Voulez-vous que nous procédions au testament? Oui, monsieur, mais nous serons mieux dans mon petit cabinet pour en parler. Conduisez-moi, m'amour. Allons, pauvre petit-fils. Les voilà avec un notaire. Et j'ai ouï parler de testament. Votre belle-mère ne s'endort point. Et c'est sans doute quelque conspiration contre vos intérêts où elle pousse votre père. Qu'il dispose de son bien à sa fantaisie, pourvu qu'il ne dispose point de mon cœur. Tu vois, Toinette, les dessins violents que l'on fait sur lui. Je t'en prie, ne m'abandonne pas dans l'extrémité où je suis. Moi? Vous abandonner? J'aimerais mieux mourir. Votre belle-mère a beau me faire sa confidente et me vouloir jeter dans vos intérêts, je n'ai jamais pu avoir d'inclination pour elle. Et j'ai toujours été de votre parti. Reposez-vous sur moi. J'emploierai toutes choses pour vous servir. Mais pour vous servir avec plus d'effet, je veux changer de batterie, couvrir le zèle que j'ai pour vous et feindre d'entrer dans les sentiments de votre père et de votre belle-mère. Tâche, je t'en conjure de faire avertir Cléante du mariage qu'on a conclu. Profitez du printemps, de vos beaux ans, aimable jeunesse. Profitez du printemps, de vos beaux printemps, donnez-nous à la tendresse. Ne perdez point ces précieux moments. La beauté passe, le temps l'efface. Profitez du printemps,
vous? Mais que venez-vous faire, Céan? Savoir ma destinée. Parler à l'aimable Angélique. Consulter les sentiments de son cœur. Et lui demander ses résolutions sur ce mariage fatal dont on m'a averti. Oui, mais on ne parle pas comme cela de but en blanc, Angélique. Il y faut des mystères. Et l'on vous a dit, l'étroite garde, où elle est retenue? Qu'on ne la laisse ni sortir, ni parler à personne. Et que ce ne fut que la curiosité d'une vieille tante qui nous fit accorder la liberté d'aller à cette comédie qui donna lieu à la naissance de votre passion. Et nous nous sommes bien gardés de parler de cette aventure. Aussi ne viens-je pas ici comme Cléante et sous l'apparence de son amant, mais comme ami de son maître de musique, dont j'ai obtenu le pouvoir de dire qu'il m'envoie à sa place. Ah, voici son père. Retirez-vous un peu, mais laissez-lui dire que vous êtes là. Monsieur Purgon m'a dit de me promener le matin dans ma chambre. 12 allées et 12 venues. Mais j'ai oublié de lui demander si c'est en long ou en large. Monsieur! Ah, par le bas, Pandardin, tu viens m'ébranler tout le cerveau. Tu ne songes point qu'il ne faut pas parler si haut à des malades. Je voulais vous dire... Par le monsieur- bas, te dis-je. Que dis-tu? Je dis que voilà un homme qui veut parler à vous. Qu'il vienne. Monsieur, Ne parlez pas si haut de peur d'ébranler le cerveau de monsieur. monsieur, je suis ravi de vous trouver debout et de voir que vous vous portez mieux. Mais comment qu'il se porte mieux? Cela est faux. Monsieur se porte toujours mal. J'ai ouï dire que monsieur était mieux et je lui trouve bon visage. Mais que voulez-vous dire avec votre bon visage? Monsieur l'a fort mauvais. Et ce sont des impertinents qui vous ont dit qu'il était mieux. Il ne s'est jamais si mal porté. Elle a raison. Il dort, marche, mange et boit tout comme les autres, mais cela n'empêche pas qu'il ne soit fort malade. Cela est vrai. Monsieur, j'en suis au désespoir. Je viens de la part du maître à chanter de Mademoiselle, votre fille. Il s'est vu obligé d'aller à la campagne pour quelques jours et comme son ami intime, il m'envoie à sa place pour lui continuer ses leçons de peur qu'en les interrompant, elle ne va à oublier ce qu'elle sait déjà. Fort bien. Appelez Angélique. Je crois, monsieur, qu'il sera mieux de mener monsieur à sa chambre. Non, faites-la venir. Il ne pourra lui donner le son comme il faut s'ils ne sont en particulier. Si fait. Il ne faut rien pour vous émouvoir et vous ébranler le cerveau en l'état où vous êtes.
J'aime la musique et je serais bien aise de... Ah, la voici. Venez ma fille. Votre maître de musique est allé au chant et voici une personne qui l'envoie à sa place pour vous montrer. Et qu'est-ce? Quoi? Qui vous émeut de la sorte? C'est une aventure surprenante qui se rencontre ici. Comment? J'ai songé cette nuit que j'étais dans le plus grand embarras du monde et qu'une personne faite tout comme monsieur est venue à mon secours et m'a tiré de l'affaire où j'étais et ma surprise a été grande de voir en arrivant ici ce que j'ai eu dans l'idée toute la nuit. Ce n'est pas être malheureux que d'occuper votre pensée, soit en dormant, soit en veillant. Et mon bonheur serait grand, sans doute, si vous étiez dans quelque peine dont vous me jugeassiez digne de vous tirer. Et il n'y a rien que je ne fuisse Bonsoir, pour... monsieur, je suis pour vous maintenant. Et je me dédie de tout ce que je disais hier. Voici monsieur Diafoirus le père et monsieur Diafoirus le fils qui viennent vous rendre visite. Que vous serez bien engendré. Votre fille va être charmée de lui. Ne vous en allez point, monsieur. C'est que je marie ma fille, et voilà qu'on lui amène son prétendu mari qu'elle n'a point encore vu. C'est m'honorer beaucoup, monsieur, de vouloir que je sois témoin d'une entrevue si agréable. Je reçois monsieur Nous venons ici, monsieur, avec beaucoup de joie mon fils Thomas et moi, l'honneur que vous me faites, vous témoignez, monsieur, et j'aurais souhaité le ravissement où nous sommes, de pouvoir aller chez vous de la grâce que vous nous faites, pour vous en de assurer. vouloir bien nous recevoir, Mais vous savez, monsieur, dans l'honneur, monsieur, ce que c'est qu'un pauvre malade de votre alliance, qui ne peut faire autre chose, monsieur, et vous assurer, monsieur, que de vous dire ici que dans les choses qu'il dépendront cherchera toutes les de occasions, notre monsieur, métier, de vous faire connaître de même qu'en tout autre, qu'il est tout à votre service. nous serons toujours prêts, monsieur, à vous témoigner notre zèle. Allons, Thomas, avancez. Faites vos compliments. N'est-ce pas par le père qu'il convient commencer? Oui. Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles. D'autant plus je vous dois, et d'autant plus je tiens précieuse cette future filiation dont je viens aujourd'hui vous rendre les très humbles et très respectueux hommages. Oh, vive les collèges d'où l'on sort si habile homme. Cela a-t-il bien été, mon père? Un petit mais. Allons, saluez monsieur. Pèserai-je? Oui. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on Ce voit n'est pas sur ma votre visage... femme. C'est ma fille. À qui vous parlez? Mais où donc est-elle? Elle va venir. Attendrai-je, mon père, qu'elle soit venue? Faites toujours votre compliment à mademoiselle. Mademoiselle, ne plus, ne moins que la statue de même nom,
rendait un son harmonieux. Lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil, tout de même, me sens-je animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Souffrez donc, mademoiselle, que j'apporte aujourd'hui à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur qui ne respire et n'ambitionne autre gloire que d'être toute sa vie, mademoiselle, votre très humble, très respectueux, fidèle serviteur et mari. Voilà ce que c'est que d'étudier. On apprend à dire de belles choses. Et que dites-vous de cela? Que monsieur fait merveille, et que s'il est aussi bon médecin qu'il est bon orateur, il y aura plaisir à être de ses malades. Assurément, ce sera quelque chose d'admirable s'il fait d'aussi belles cures, qu'il fait de beaux discours. Vous voyez, monsieur, que tout le monde admire monsieur, votre fils, et je vous trouve bien heureux d'avoir un garçon comme cela. Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je puis dire que j'ai sujet d'être content de lui. Il n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit qu'on remarque dans quelques-uns, mais c'est par là que j'ai toujours bien auguré de sa judiciaire, qualité requise pour l'exercice de notre art. Mais surtout, ce qui me plaît en lui, et en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens, et que jamais il n'a cherché à comprendre ni expliquer les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle touchant la circulation du sang et autres opinions de même farine. J'ai, contre les circulateurs, soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle, comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit. Alors voilà. Alors, si on soutient la thèse... C'est pour moi un meuble inutile. Et je ne me connais pas à ces choses-là. N'est-ce pas votre intention, monsieur, de le pousser à la cour et déménager pour lui une charge de médecin? À vous en parler franchement, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable, et j'ai toujours trouvé qu'il valait mieux, pour nous autres, demeurer au public. Le public est commode, vous n'avez à répondre de vos actions à personne, et pourvu que l'on suive le courant des règles de l'art, on ne se met point en peine de tout ce qui peut arriver. Mais... ce qu'il y a de fâcheux auprès des grands, c'est que quand ils en viennent à être malades, ils veulent absolument que leur médecin les guérisse. Cela est plaisant. Et ils sont bien impertinents de vouloir que vous autres, messieurs, vous les guérissiez. Vous n'êtes point auprès d'eux pour cela. Vous n'y êtes que pour recevoir vos pensions et leur ordonner des remèdes. C'est à eux de guérir s'ils peuvent. Allons, monsieur, faites un peu chanter ma fille devant la compagnie. J'attendais vos ordres, monsieur, et il m'est venu en pensée, pour divertir la compagnie, de chanter avec mademoiselle une scène d'un petit opéra qu'on a fait depuis peu. Ne vous défendez point, s'il vous plaît, et me laissez vous faire comprendre ce que c'est que la scène que nous devons chanter. Fort bien, écoutons. Voici le sujet de la scène.
un berger était attentif aux beautés d'un spectacle qui ne faisait que de commencer, lorsqu'il fut tiré de son attention par un bruit qu'il entendit à ses côtés. Il se retourne et voit un brutal qui, de paroles insolentes, maltraitait une bergère. Hélas, dit-il en lui-même, est-on capable d'outrager une personne aussi aimable? Et quel inhumain, quel barbare ne serait touché par de telles larmes? Il prend soin de les arrêter, ces larmes qu'il trouve si belles. Et l'aimable bergère prend soin en même temps de le remercier de son léger service, mais d'une manière si charmante, si tendre et si passionnée que le berger n'y peut résister. Et chaque mot, chaque regard est un trait plein de flamme dont son cœur se sent pénétré. La violence de sa passion le fait résoudre à demander en mariage l'adorable beauté sans laquelle il ne peut plus vivre. Mais dans le même temps, on l'avertit que le père de cette belle a conclu son mariage avec un autre et que tout se dispose pour en célébrer la cérémonie. Jugez quelle atteinte cruelle au cœur de ce triste berger. Le voilà accablé d'une mortelle douleur. Son amour, au désespoir, lui fait trouver un moyen de s'introduire dans la maison de sa bergère. Il y voit venir l'indigne rival que le caprice d'un père oppose aux tendresses de son amour. Mais enfin, il force toute contrainte et le transport de son amour l'oblige à lui parler ainsi. Belle Phyllis, c'est trop souffrir. Rompons ce dur silence et m'ouvrez vos pensées. Apprenez-moi ma destinée. Faut-il vivre? Faut-il mourir? Et que dit le père à cela? Il ne dit rien. Que dit le père à cela? Il ne dit rien. Que dit le père à cela? Il dit rien. 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 Il dit le père. Et que dit le père? Il dit rien. Il dit rien.
Ah! 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 Ma femme! Approchez! Voici le fils de Monsieur Diafoirus. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre visage l'offrande, puisque l'on voit sur... D'être venu ici à propos pour avoir l'honneur Madame! de vous voir. Vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période, et cela m'a troublé la mémoire. Voyons, Thomas, réservez cela pour une autre fois. Amour, je voudrais que vous eussiez été ici tantôt. Ah, madame, vous avez bien perdu de n'avoir point été au second père et à la statue de mai maintenant. Allons, ma fille, touchez dans la main de monsieur et lui donnez votre foi, comme à votre mari. Mon père, Eh bien, mon père, qu'est-ce que cela veut dire? de grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous au moins le temps de nous connaître, de voir naître en nous cette inclination si nécessaire à composer une union parfaite. Quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute née en moi, et je n'ai pas besoin d'attendre davantage. Si vous êtes si prompt, monsieur, il n'en est pas de même de moi. Et sachez que votre mérite n'a pas fait encore assez d'impression dans mon âme. Allons, tout cela aura le loisir de se faire quand vous serez mariés ensemble. Mon père, mais donnez-moi du temps, je vous prie. Le mariage est une chaîne où l'on ne doit jamais soumettre un cœur par la force. Et si monsieur est honnête homme, il ne doit point vouloir une femme qui serait à lui par contrainte. Nego consequentium, mademoiselle. Et je puis être honnête homme et bien vouloir vous accepter des mains de monsieur votre père. C'est un méchant moyen de se faire aimer de quelqu'un que de lui faire violence. Mais nous lisons des anciens, mademoiselle, que leur coutume était d'enlever par force des maisons des pères les filles qu'on menait mariées, afin qu'il ne semblait pas que ce fût de leur consentement qu'elles convolaient dans les bras d'un homme. Les anciens sont les anciens, monsieur. Et nous sommes les gens de maintenant. Si un mariage nous plaît, vous savez fort bien y aller, sans qu'on nous y traîne. Les grimaces ne sont point nécessaires dans notre siècle. Si vous m'aimez, monsieur, donnez-vous patience. Vous devez vouloir tout ce que je veux. Elle a peut-être quelque inclination en tête. Si j'en avais, madame, elle serait telle que la raison et l'honnêteté pourraient me le permettre. Ouais, je joue ici un plaisant personnage. C'est-à-dire que vos pensées ne sont que pour le mariage, mais vous voulez choisir un époux à votre fantaisie. Si mon père ne veut pas me donner un mari qui me plaise, je le conjurerai au moins de ne me point forcer à en épouser un que je ne puisse pas aimer. Pardon, messieurs. Pardon, messieurs. Messieurs, pardon. Pardonnez-moi, messieurs, de tout cela. Ah, 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 pardon, 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 pardon. Je suis fâché de vous quitter, mon fils, mais j'ai une affaire en ville dont je ne puis me dispenser. Je reviendrai bientôt. Allons, Mamour, passez chez votre notaire afin qu'il expédie ce que vous savez. Adieu, mon petit ami. Adieu. Adieu, Mamour.
Eh bien, qu'est-ce? Oh, comment vous portez-vous? Fort mal. Comment, fort mal? Je suis d'une faiblesse si grande que cela n'est pas croyable. Oh, voilà qui est fâcheux. Je n'ai pas seulement la force de pouvoir parler. Non. J'étais venu ici vous proposer un parti. Pour Angélique. Ah, ne me parlez point de cette coquine-là. C'est une friponne, une impertinente, une effrontée que je mettrai dans un couvent avant qu'il ne soit 2 jours. Ah, voilà qui est bien. Je suis bien aise de voir que la force vous revienne un peu et que ma visite vous fasse du bien. Je vous amène ici un petit divertissement que j'ai rencontré qui dissipera votre chagrin et vous rendra l'âme mieux disposée aux choses que nous avons à dire. Et cela vaudra bien une ordonnance de Monsieur Purgon. Allons. Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant qu'il s'est mis dans la fantaisie. Et j'avais songé en moi-même que ça aurait été une bonne affaire de pouvoir introduire ici un médecin à notre poste pour le dégoûter de son monsieur Purgon et décrier sa conduite. Et comme nous n'avons personne en main pour cela, j'ai résolu de jouer à un tour de ma tête. Voulez-vous bien que je vous demande, avant toute chose, de ne vous point échauffer l'esprit dans notre conversation, Voilà qui est fait. de répondre sans nulle aigreur aux choses que je pourrais vous dire, Oui. et de raisonner ensemble sur les affaires dont nous avons à parler dans un esprit détaché de toute passion. Mon Dieu, oui, voilà bien du préambule. D'où vient qu'ayant le bien que vous avez, et n'ayant d'enfant qu'une fille, d'où vient, dis-je, que vous parlez de la mettre dans un couvent? D'où vient que je suis maître dans ma famille pour faire ce que bon me semble. Votre femme ne manque pas de vous conseiller de vous défaire ainsi de votre fille, et je ne doute point que, par un esprit de charité, elle ne fût ravie de la voir devenir bonne religieuse. Ah, nous y voilà. Voilà d'abord la pauvre femme en jeu. C'est elle qui fait tout le mal, et tout le monde lui en veut. Non, laissons-la là. C'est une femme qui a les meilleures intentions du monde pour votre famille, et qui est détachée de toutes sortes d'intérêts, qui a pour vous une tendresse merveilleuse, et qui montre pour Angélique une affection et une bonté qui n'est pas concevable. Cela est certain, n'en parlons point. Et revenons à votre fille.
Sur quelle pensée la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin? Sur la pensée de me donner un gendre tel qu'il me faut. Ce n'est point là le fait de votre fille. Et il se présente un parti plus sortable pour elle. Oui, mais celui-ci est plus sortable pour moi. Mais le mari qu'elle doit prendre, doit-il être ou pour elle ou pour vous? Il doit être et pour elle et pour moi. Et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Par cette raison-là, est-il possible que vous serez toujours embéguiné de vos apothicaires et de vos médecins, et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature? Comment l'entendez-vous? J'entends que je ne vois personne qui soit moins malade que vous, et que je ne demanderai point une meilleure constitution que la vôtre. Une grande marque que vous vous portez bien, et que vous avez un corps parfaitement bien composé, c'est qu'avec tous les soins que vous avez pris, vous n'avez pu parvenir encore à gâter la bonté de votre tempérament, et que vous n'êtes point crevé de toutes les médecines qu'on vous a fait prendre. Et savez-vous que c'est cela qui me conserve? Et Monsieur Purgon dit que je succomberais s'il était seulement 3 jours sans prendre soin de moi. Si vous n'y prenez garde, il prendra tant de soin de vous qu'il vous enverra en l'autre monde. En l'autre monde. En l'autre monde. Que voulez-vous faire? Prendre ce petit lavement-là, ce sera bientôt fait. Vous vous moquez? Est-ce que vous ne sauriez être un moment sans lavement ou sans médecine? Remettez cela à une autre fois et demeurez un peu en repos. 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 Allons, messieurs, on voit bien que vous n'avez pas accoutumé de parler à des visages. On ne doit point ainsi se jouer les remèdes et me faire perdre mon temps. Je ne suis venu ici que sur une bonne ordonnance et je vais dire à Monsieur Purgon comme on m'a empêché d'exécuter ses ordres et de faire ma fonction. Vous verrez, vous verrez! De ne pas prendre un lavement que Monsieur Purgon a ordonné. Je voudrais que vous lussiez mon mal pour savoir si vous jaseriez tant. Ah, voici Monsieur Purgon. Je viens d'apprendre là-bas, à la porte, de jolies nouvelles. Qu'on se moque ici de mes ordonnances et qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Ce n'est pas Je ma vous faute. déclare que je romps commerce avec vous. C'est qui a fait tout le mal? J'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âcreté de votre bile et à la féculence de vos humeurs. Ah mon Dieu! C'est fort bien fait. Et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous deveniez dans un état incurable. Ah, Dans miséricorde! la bradipepsie. Ah, Monsieur Purgon! La bradipepsie dans la dyspepsie. Monsieur De la Purgon! dyspepsie, dans la pepsie. Monsieur Purgon! La pepsie dans la lianterie, Monsieur Purgon! de la lianterie dans la dysenterie, Monsieur Purgon! de la dysenterie dans l'hydropésie Monsieur Purgon! et de l'hydropésie dans la privation de la vie où vous aura conduit votre folie. Ah, mon Dieu! Je suis mort! Quoi? Ah, Qu'y a-t-il? je n'en puis plus. Je sens déjà que la médecine se venge. Ah, Vous êtes fou.
Tâtez-vous un peu, je vous prie. Revenez à vous-même. Et ne donnez point tant à votre imagination. Vous voyez les étranges maladies dont il m'a menacé? Dyspepsie. Ah, aïe, 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 aïe. Oh. Vous voyez les choses avec d'étranges yeux. Hydropisie. Monsieur, voilà un médecin qui demande à vous voir. Ah, et quel médecin? Un médecin de la médecine. Et je te demande qui il est. Je ne le connais pas. Fais-le venir. Hydropisie. Monsieur, Ah. agréez que je vienne vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour toutes les saignées et les purgations dont vous aurez besoin. Ah, monsieur, je vous suis fort obligé. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes. Je suis votre serviteur. Par ma foi, voilà Toinette elle-même. Et votre curiosité qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Oui. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que tout au plus, vous avez 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui, vous voyez en effet les secrets de mon art de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager qui va de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai découverts dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme et de fluxion, à ces fièvrottes, à ces vapeurs et à ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies, avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire. Que vous fussiez abandonné de tous les médecins désespérés à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Monsieur, je vous suis fort obligé de toutes les bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Allons donc, que l'on batte comme il faut. Aïe! Je vous ferai bien aller comme vous devez. Aïe! Ce pouls a fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon? J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon? Et je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon? Et quelquefois, j'ai des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon? Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon? Vous aimez boire un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon? Il vous prend un petit sommeil pendant le repas et vous êtes bien aise de dormir un peu? Oui, monsieur. Le poumon? Le poumon, vous dis-je, que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage, de la volaille, du veau, des bouillons, des œufs frais et le
le soir des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout de boire mon vin fort trempé. Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de Hollande, du gruau et du riz et des marrons et des oublis pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de ma main. Et je viendrai vous voir, tandis que je serai en cette ville. Je vous suis fort obligé. Aïe, aïe, aïe. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper si j'étais que de vous. Et pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et empêche ce côté-là de profiter? Mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais que de vous. Crever un œil? Ne voyez-vous pas qu'il dérobe la nourriture à l'autre? N'en croyez-vous moi? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus vite. Vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé. Adieu! Il faut que... Je dois vous quitter. Il faut que je me rende à une grande consultation pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui, pour aviser, voir ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Vous savez que les malades ne reconduisent point? Oh. Ah, mamie, ma femme, m'amour. Ah, voilà une femme qui m'aime. Cela n'est pas croyable. Ah. Il est certain. Voulez-vous que je vous convainque et vous fasse voir tout à l'heure comme madame aime monsieur? Comment? Allongez-vous là seulement et contrefaites le mort. Vous verrez la douleur où elle sera quand je lui dirai la nouvelle. Je le veux bien. N'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort? Non, non, quel danger y aurait-il? Étendez-vous là seulement. Ah, mon Dieu! Ah, malheur! Quel étrange accident! Qu'est-ce, Toinette? Ah, madame! Votre mari est mort. Mon mari est mort? Oui. Le pauvre défunt est trépassé. Assurément. Assurément. Je me suis trouvée là toute seule. Il vient de passer entre mes bras. Tenez, le voilà tout de son long dans cette chaise. Ah, le ciel soit loué. Nous voilà délivrés d'un grand fardeau. Je pensais, madame, qu'il fallut pleurer. Va, cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne et de quoi servait-il sur cette terre? Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, toujours un lavement ou une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit, ennuyeux, de mauvaise humeur, fatiguant sans cesse les gens, et grondant jour et nuit servantes et valets. Voilà une belle oraison funèbre. Monsieur? Monsieur!
ah, ah,